Phytosanitaire de Bayer Crop Science pour 2022. Avant de commencer la présentation, je voudrais juste vous faire un petit rappel que pour les questions, ça va être dans le chat. Puis on va avoir Melissa Duncan qui va venir monitorer le tout et on va y répondre à la fin là, si le temps le permet. Donc moi, c'est Gabrielle Croft. Je suis agronome pour l'Est du Québec et la Rive-Nord, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, on va avoir de nombreux produits à vous présenter, en commençant par le Ladis, le Corvus, le Prozaro Pro, le Delaro Complete, les technologies dans le soya. Ensuite, on parlera du Vallego, des mises à jour dans les produits horticoles et finalement, nous aurons aussi une petite présentation pour le Facebook, qui est le nouvel ajout dans les Facebook pour Bayer dans l'Est du Canada. Donc, je vais vous laisser avec Jason McQuaig pour le mot de bienvenue, qui est le directeur régional des ventes. Merci, Gabrielle. C'est plaisir. Donc, bonjour, je m'appelle Jason McQuaig et je suis le directeur régional pour l'Est de l'Ontario, le Québec et les Maritimes pour Bayer Crop Science. Nous sommes très excités aujourd'hui d'être en mesure de vous présenter 6 nouveautés en phytoprotection, une nouveauté dans les traits technologiques et plusieurs mises à jour dans notre portfolio horticole. Mais avant de rentrer dans les détails de nos nouveaux produits, j'aimerais vous présenter l'une de nos plus grandes forces, notre équipe. L'équipe de notre région, EOQ, est une équipe qui a pris beaucoup d'expérience depuis 2019 lors du fusionnement entre Bayer et Monsanto. Nous avons tous amassé des connaissances au fil des années et on se partage ces expériences pour mieux vous soutenir en tant que fournisseur. Pour présenter l'équipe, je vais commencer avec les directeurs de territoire ainsi que les agronomes. Dans les Maritimes, on a Graham Kempton comme directeur, qui est un vétéran de plus de 30 ans avec une vaste connaissance dans la pomme de terre, ce que nous servons beaucoup, souvent. Dans la région de Québec, Magali Huneau est notre directrice et elle travaille avec Gabrielle Croft comme agronome. Gabrielle s'occupe aussi d'une partie de la Rive-Nord vers l'Ouest où elle collabore avec Julie Lacasse, directrice de territoire. Julie s'occupe aussi de la Rive-Sud où elle travaille avec agronome Stéphane Mire. Stéphane est également chargé du Sud-Ouest à Québec où il collabore avec Éric Bertrand, directeur. En Ontario, on est servi par 2 directrices, Alexandra Desjourdis et Charlene Wadham, ainsi que 2 agronomes, Mark Groen, Katie McFarlane. En plus de nos directeurs et agronomes, nous avons également le soutien de plusieurs autres individus qui ont des responsabilités pour la région en entier, dont ceux des images à la droite de ce que vous voyez sur l'écran. Les premiers 3 photos en descendant sont Louise Geneste, Eric Ness et Daniel Demoisac, et ils forment notre équipe de soutien de Climate Fieldview. Melissa Duncan est notre spécialiste d'intégration numérique et elle nous aide à trouver le plus de valeur possible avec nos produits en utilisant la plateforme Climate Fieldview. Ensuite, le membre de l'équipe le plus nouveau, Ousmane Dossou, notre représentant de vente interne. Ousmane sera notre ressource technique dans le domaine horticole. Tania Larouche est notre administratrice et travaille à notre bureau à Guelph, en Ontario. Et finalement, Jérôme Belzile et Brian Bryson, nos représentants en développement de marché, ils sont surtout à l'arrière-scène dans le développement de nos prix commerciaux de nos nouveaux produits. Donc, l'équipe a une vaste expérience et de connaissances pour mieux vous soutenir en tant que détaillant. N'hésitez pas à faire appel à eux. Récemment, nous avons participé à une conférence où notre présidente nord-américaine, Jackie Applegate, nous a parlé d'un nouvel objectif émission commun que nous avons comme compagnie. Bayer Crop Science veut encourager ses employés d'être courageux et d'être leaders dans l'agriculture. Et nous voulons travailler fort pour devenir votre partenaire le plus fiable. Et on est conscient que ce dernier n'est pas une automatique. Nous avons pris beaucoup d'étapes dans cette direction récemment et nous allons continuer d'en prendre dans le futur. Plus profondément, l'objectif de Bayer Crop Science est de façonner l'agriculture au profit des agriculteurs,
les consommateurs et notre planète. Nous ne voulons pas simplement réagir à ce qui se passe dans l'industrie, mais plutôt de diriger ou de façonner l'agriculture afin qu'elle fasse partie des solutions à certains des plus grands défis mondiaux. Nous nous sommes donné mission d'offrir de l'innovation de classe mondiale, de pionnier la transformation numérique en agriculture, de s'assurer que le bon produit soit au bon endroit, au bon moment et de la bonne quantité, et d'établir des nouvelles normes en matière de durabilité. Notre succès à long terme en tant qu'entreprise ne réside pas dans la vente de plus de produits, mais dans la fourniture aux producteurs des meilleurs outils et solutions afin qu'ils puissent obtenir des meilleures récoltes en utilisant moins d'eau, moins de superficie et moins d'énergie. Nous allons parler aujourd'hui des 3 piliers à la droite de votre écran: semences et traits, protection des cultures et agriculture numérique. Nous voulons livrer des solutions sur mesure aux agriculteurs pour livrer sur nos missions discutées. Donc, nous faisons face à la variabilité sur chaque ferme en offrant aux producteurs des meilleurs choix, plus adaptés à leurs besoins spécifiques et non une solution standard unique pour tous. Donc, c'est l'essentiel de notre stratégie chez Bayer Crop Science. Donc, avec cela, je cède la parole à Gabriel pour introduire notre premier présenteur. Merci. Merci beaucoup, Jason. Donc, notre première conférencière sera Julie Lacasse, directrice de compte pour le Centre du Québec et la Rive-Nord. Elle vous présentera un de nos tout nouveaux herbicides, le Laudis, qui est dans le maïs. Merci, Julie. Merci, Gabrielle. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de briser la glace aujourd'hui en faisant la première présentation de notre nouveau produit, le Laudis, qui a été lancé en 2021 au niveau commercial. Donc, qu'est-ce que c'est le Laudis? En fait, le Laudis, c'est un herbicide de poste levé, de contact et résiduel. On peut l'appliquer dans le maïs de grande culture ainsi que dans le maïs sucré. Le groupe chimique du Laudis, en fait, c'est la Tembotrium. C'est un groupe 27 que vous avez sûrement connu dans le Vios. La différence avec le Vios, c'est qu'il est concentré à 2,4 fois la dose. Et, bien évidemment, on retrouve seulement le groupe 27. Nous avons mis le groupe 2 à part, contrairement à ce qui était compris dans le Vios. Pour le Laudis, c'est un contenant pratique de 3,6 litres qui va traiter 40 acres à la dose maximale. Pourquoi Bayer a décidé de sortir et de commercialiser le Laudis? En fait, le Laudis offre une meilleure performance de désherbage, tant au niveau résiduel pour les feuilles larges et les graminées, aussi autant au niveau contact, puisque le Laudis, mélangé avec un Roundup, il permet d'avoir une efficacité accrue au niveau contact sur des mauvaises herbes un petit peu plus coriaces à contrôler. Il procure un brûlage extrêmement rapide et procure aussi jusqu'à 3 semaines d'activité résiduelle. De plus, le Laudis, dans le fond, il donne une excellente sécurité sur la culture, puisqu'il est homologué dans le maïs sucré. C'est un produit très, très sécuritaire et qui permet d'avoir une très grande flexibilité d'application. Ça fait un produit qui est parfait pour les producteurs qui utilisent du régras intercalaire au niveau de leur champ, puisque le Laudis permet l'implantation du régras intercalaire. Un autre point positif pour le Laudis, il offre un très, très bon contrôle de certaines mauvaises herbes sans l'ajout d'atrazine, contrairement à d'autres groupes 27 offerts sur le marché. Donc, on parle de la petite herbe à poux qui va être très bien contrôlée, mais à part sans l'utilisation automatique de l'atrazine en mélange en réservoir. Si on parle de la dose et du stade de culture, dans le fond, au Québec, ce qu'il faut retenir, une dose. On y va avec 40 acres le bidon, soit 90 ml à l'acre ou 220 ml à l'hectare. Au niveau du stade de la culture, sur l'étiquette, vous pouvez appliquer le Laudis de 2 à 8 feuilles. Si vous voulez le mettre en mélange avec un glyphosate, je vous suggère fortement de l'appliquer plutôt de 4
à 8 feuilles pour s'assurer d'avoir assez de résidualité jusqu'à temps que la culture ferme les rangs pour minimiser la luminosité et éviter que les mauvaises herbes repoussent. Selon la pression des mauvaises herbes, on ajuste l'application du lot 10. Si, dans une situation où un champ se retrouve sale au printemps et qu'on doit appliquer et intervenir rapidement, on peut y aller à 2 feuilles et il faut simplement ajouter une dose de dicamba Extendimax à 330 ml à l'hectare pour offrir une meilleure résidualité. En mélangeant avec du Extendimax, vous vous assurez d'avoir un excellent contrôle aussi sur les vivaces qui peuvent avoir émergé tôt au printemps. Vous avez atteint le stade 4-8 feuilles, c'est parfait. On utilise le lot 10 avec un glyphosate. Et si les mauvaises herbes sont plus hautes que 10 cm ou vous avez des mauvaises herbes qui sont résistantes au glyphosate, il va être important d'ajouter un surfactant puisqu'on veut vraiment aller accentuer l'effet contact du lot 10. Dans la situation qu'on n'a pas de maïs Roundup Ready, donc un maïs conventionnel, ça va être très important d'ajouter le surfactant et ajouter aussi une source d'azote, 28 %. Notez bien qu'il y aura une mise à jour d'étiquette à venir dans les prochaines semaines, puisque actuellement, sur l'étiquette du lot 10, il y a un seul adjuvant qui est recommandé. Donc, d'autres adjuvants à base d'huile seront ajoutés à notre étiquette. Lorsqu'on parle de mauvaises herbes contrôlées, c'est quand même très intéressant. Le lot 10 est très efficace sur de nombreuses mauvaises herbes à feuilles larges, mais aussi offre un très bon contrôle sur certaines graminées, dont l'acétare géante et l'acétare verte. Donc, c'est un herbicide qui est à recommander pour le chénopode blanc, l'abutylon et aussi très, très bon pour l'amarante tuberculée. Lorsqu'on parle d'efficacité, regardez au niveau de l'efficacité pour le contrôle des feuilles larges. Voici un peu les résultats que nous avons obtenus selon nos fermes de recherche situées au Québec. Au niveau d'un mélange avec lot 10 Roundup Weathermax, on a un contrôle 7 jours après application de 89 % et 14 jours de 91 %, comparativement à d'autres produits sur le marché qui sont similaires. On a une meilleure efficacité de contrôle sur les feuilles larges. Au niveau des graminées, puisque le lot 10 permet une implantation de raies gras, vous pouvez vous douter que ce n'est pas nécessairement le produit d'excellence sur les graminées. Par contre, il est beaucoup mieux que précédemment, que d'autres produits qu'on connaît sur le marché. Donc, 7 jours après l'application, on a un pourcentage de 100 % de contrôle des graminées. Puis, 14 jours après l'application, on a quand même un pourcentage de 80 % de contrôle pour les graminées annuelles. En ce qui concerne les intervalles de réensemencement, bien écoutez, c'est quand même une très bonne nouvelle pour les producteurs de pommes de terre, puisqu'on retrouve les pommes de terre dans 10 mois après l'application du lot 10. Et bien entendu, la plupart des autres cultures que l'on connaît en grande culture, veuillez noter que tout ce qui est culture de conserverie, haricots secs, pois, on est encore à 22 mois. Pour terminer, on a des informations additionnelles à vous partager. Donc, il y a plusieurs mélanges en réservoir possibles avec le lot 10. On retrouve bien entendu notre gamme d'herbicides Roundup, la gamme de dicamba Extendimax, des mélanges avec de l'atrazine pour aller rechercher plus de résidualité, surtout au niveau des polygonacées et de d'autres mauvaises herbes un petit peu plus coriaces. On a découvert aussi, en collaboration avec d'autres chercheurs, qu'en mélange avec une demi-dose de l'herbicide Partner, on va rechercher une synergie du groupe 27 similaire à ce que la petite dose d'atrazine pouvait offrir. Donc, si vous voulez avoir un contrôle de contact optimal, vous pouvez opter avec un ajout de bromoxynil et puis vous allez vraiment avoir un meilleur contrôle de les polygonacées et de la petite herbe à poux. Pour d'autres mélanges en réservoir, je vous invite à communiquer avec votre représentant Bayer. Concernant le délai avant la pluie, si vous le mélangez avec un glyphosate, respectez l'étiquette du glyphosate, mais si vous voulez vraiment optimiser et utiliser l'effet contact extraordinaire du lot 10, veuillez respecter
2 heures du délai avant la pluie. Vous voyez le petit tableau en bas à l'IRE, l'IRS. En fait, c'est les indices de risque environnemental ainsi que l'indice de risque pour la santé. Nous avons ajouté ces données tout au long de nos produits lors de la présentation. Et pour le lot 10, vous verrez l'IRE 11 et l'IRS 115. Donc, en espérant que vous aurez la chance d'utiliser et de connaître le lot 10, puisque c'est un produit qui mérite de se faire connaître. Merci. Donc, un gros merci à Julie pour cette présentation. J'invite ensuite Éric Bertrand, directeur de territoire pour la Montérégie, à venir nous présenter notre tout nouvel herbicide dans le maïs, qui est le Corvus. Donc, merci, Éric. Alors, bonjour à tous. Que serait un lancement sans l'ajout d'un nouveau produit dans la gamme Bayer? Alors, le Corvus, on le lance cette année en 2022. C'est quoi le Corvus? C'est un mélange de 2 matières actives, l'isoxaflutol, notre groupe 27 qui est contenu dans le Converge Flex, auquel on est venu rajouter un groupe 2, le thiène-carbazone méthyle. Alors, le thiène-carbazone méthyle, c'est le groupe 2 qu'il y a dans le Vios. Un bidon de 4 litres va traiter environ 24 à 43 heures, dépendamment de la dose utilisée. Ça, je vais en parler plus tard dans ma présentation. Pourquoi le Corvus? Vous avez sûrement entendu commencer avec un champ propre, garder le champ propre tout au long de la saison. Le Corvus va venir combler ce besoin-là. C'est un herbicide de prélevé pour les programmes à 2 passages, auquel on aurait ajouté, comme je disais, le groupe 2, pour venir chercher des graminées comme les sétères et les digitaires. En plus, le Corvus, on a rajouté un phytoprotecteur, ce qui fait en sorte que les mauvaises herbes sont bien maîtrisées sans compromettre la sécurité de la culture. Alors, quand vient-on appliquer le Corvus? On peut l'appliquer en pré-semis incorporé ou en prélevé, suivi d'une application en post-levé. On peut également l'utiliser dans un programme à 1 passage parce que le Corvus offre de la flexibilité. On peut aller jusqu'à 2 feuilles du maïs avec le Corvus. Alors, en pré-semis incorporé, on peut l'appliquer jusqu'à 7 jours avant le semis, en prélevé jusqu'à 14 jours avant le semis, et comme j'ai dit, en post-levée hâtive jusqu'au stade de 2 feuilles du maïs. Alors, les mauvaises herbes visées avec le Corvus sont les mêmes que vous allez retrouver sur le Converge Flex, mais parce qu'on a rajouté le groupe 2, le thiène-carbazone méthyle, on vient faire un meilleur travail au niveau des sétères vertes, glauques, géantes, et ainsi que la digitaire sanguine et astringente. L'herbicide va également maîtriser les plantules qui sont déjà levées jusqu'à 5 cm de hauteur. Pour les intervalles de réensemencement, le blé d'hiver, c'est 4 mois, soya, orge de printemps, blé de printemps, 10 mois, et les haricots secs, 22 mois. Pour le maïs de grande culture, bien, vu que c'est un herbicide pour ça, on peut semer immédiatement après avoir appliqué le produit. Alors, comme je vous disais, il y a différentes doses. Ce qui est important de retenir, c'est la dose intermédiaire. C'est celle-là que Bayer recommande parce qu'on va offrir un meilleur résiduel tout au long de la saison. On peut l'utiliser en pré-semis incorporé, en prélevé, en post-levée hâtive. Et on va utiliser la dose maximale de 166 ml à l'acre quand on a des problèmes d'amarante tuberculée, de digitaire sanguine ou de sétère verte. Quand on a une forte infestation de mauvaises herbes, on utilise la dose maximale. Sinon, on utilise la dose intermédiaire. Ici, ce qui est important de retenir, si vous appliquez le produit en mélange avec d'autres herbicides, ici sur l'étiquette, on a l'atrazine
Les herbicides de gamme Roundup, le Roundup Transorb, le Roundup WeatherMax, Roundup Extend, la technologie Extendimax. Alors, quand on l'applique avec du Roundup, ce qui est bien important de retenir, c'est de ne pas appliquer le produit en poste levé. L'adjuvant, avec les 2 molécules du Corvus, vient blanchir le plant au niveau de la courbature de la feuille. C'est ce qu'on a vu dans nos essais l'été passé. Fait que, en poste, avec du Roundup, à ne pas faire. Ensuite de ça, si on l'applique seul à la grosse dose, mais c'est sûr qu'on a un excellent contrôle tout le long de la saison des mauvaises herbes. Et une chose que je n'ai pas mentionnée aussi, le produit est réactivé avec la pluie. Donc, ça, c'est bien important. Quand on a une période de sécheresse, tout de suite, quand il va pleuvoir, le produit va être réactivé pour contrôler les mauvaises herbes. Si vous l'appliquez avec du Extendimax, bien, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire en pré semi-incorporé. Ici, on voit l'efficacité du Corvus comparé à des produits de la compétition. Alors, Corvus va faire un excellent contrôle de plusieurs mauvaises herbes, offre une excellente résidualité. On va aller chercher des mauvaises herbes comme la morelle, la butilon, la grande herbe à poux. C'est un excellent produit là, pour ça. En plus, on va aller contrôler les cétères et la digitaire sanguine, la panique capillaire également. Fait que c'est un très, très, très bon produit. Si on regarde au niveau du contrôle des feuilles larges, comme j'ai dit, dépendamment du taux utilisé, on voit que le produit fonctionne très bien. C'est sûr, quand on rajoute de l'atrazine, là, comme vous voyez à la fin du graphique, on vient booster l'efficacité du groupe 27 comparé avec un produit de la compétition. Même chose au niveau des graminées. Corvus offre un excellent contrôle là, au niveau des graminées. Ici, j'ai quelques photos. On voit ici le Corvus à la dose intermédiaire avec le Converge Flex. On voit qu'au niveau des graminées, on vient vraiment bien contrôler là, les mauvaises herbes comparé avec le Converge Flex. Même chose avec les produits de la compétition. Corvus va faire une job tout aussi efficace, peut-être même plus. Stéphane a fait des essais l'année passée dans les champs du Québec. Ce qu'on a vu ici, vous le voyez sur la potentille et le laitron, ça avait une bonne efficacité. Chose que j'ai oublié de mentionner, c'est sûr que si vous avez des graminées comme la cétare géante qui est résistante au groupe 2, c'est sûr que le produit ne sera pas efficace sur les mauvaises herbes résistantes au groupe 2, comme la cétare géante. Ici, on le voit, là, on voit la photo là, où ce que le produit n'a pas été appliqué. Il y avait une grosse infestation de cétare. Le produit est quand même venu faire une très, très belle job à ce niveau-là. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais continuer avec le ProZero Pro. J'invite donc Stéphane Mire, agronome, donc mon collègue agronome, à venir nous présenter là, notre tout nouveau fongicide dans les céréales. Donc, c'est à toi, Stéphane. Merci beaucoup, Gabrielle. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, dans les prochaines minutes, je vais vous parler d'un nouveau fongicide, justement, qui vient d'être homologué dans les cultures de céréales. Je vais juste reculer de quelques diapos. Oups. Donc, qu'est-ce que le ProZero Pro? En tant que tel, le ProZero Pro, c'est un nouveau fongicide qui vient d'être homologué chez Bayer, qui est un produit qui est là pour contrôler essentiellement les maladies foliaires dans les céréales, de même que l'ergot et la fusariose dans le blé. Ce qu'on retrouve au niveau du ProZero Pro, 3 ingrédients actifs. Vous les voyez à l'écran. Tout d'abord, le prothioconazole, qui est une molécule fongicide du groupe 3, qui est un fongicide qui circule
relativement lentement dans la plante, mais qui va avoir un effet résiduel plus durable que plusieurs des fongicides qui font partie du groupe 3. C'est une molécule, soit dit en passant, qui est très efficace pour le contrôle de la fusariose et aussi de la moisissure blanche dans le soya. On va retrouver aussi, associé à ça, le tébuconazole, qui est un fongicide, du groupe 3. Donc, une molécule du même groupe que le prothioconazole, qui, lui, va circuler plus rapidement dans le plant, mais qui va avoir un effet résiduel plus court que la plupart des fongicides du groupe 3. Et à ça, et ce qui est un peu la grande nouveauté, c'est l'ajout d'un ingrédient actif qu'on appelle le fluopyram, qui, lui, est un fongicide du groupe 7. Et ses particularités au fluopyram, c'est une molécule qui est pourvue d'une très grande mobilité, donc qui va circuler rapidement dans la plante et qui va avoir un effet protectant au niveau de la plante. C'est un mode d'action qui est différent des groupes 3. Essentiellement, ce qu'il faut savoir, c'est que le fluopyram va vraiment inhiber la germination des spores. Et aussi, un autre effet, c'est qu'il va occasionner des réactions physiologiques et de verdissement dans la plante. Donc, ça va aider la plante à mieux gérer les stress et avoir une meilleure verdeur, ce qui se répercute très, très souvent en termes de rendement en fin de saison. Ce qui est important de mentionner, le fluopyram dans des situations de forte infestation, donc le Prosaropro, très, très important et très efficace dans des situations comme celle-là. Donc, vous voyez, c'est une molécule qui est très, très spécifique par rapport au contrôle de certains agents pathogènes qui va vraiment interférer avec la production d'énergie au niveau du champignon, puis inhiber aussi la germination des spores. Ce qui est très important aussi de mentionner, puis je ne voudrais pas l'oublier, c'est que l'effet de verdissement, de meilleure santé de la plante ne va pas aller à l'encontre, en fait, de la maturation de la plante. Donc, on s'est aperçu et on sait très bien que la plante ne sera pas, ou le rendement, en fait, le grain ne sera pas plus humide en fin de saison. Les maladies qui sont contrôlées, je vous les mentionne ici, vous les voyez sous forme visuelle, les différents types de rouille, rouille des feuilles, rouille de la tige, rouille jaune striée, la septoriose aussi, la tache bronzée, les mouchetures, l'oïdium, qui est une maladie assez fréquente, le blanc communément, l'ergot et particulièrement la fusariose de l'épi, qui est une maladie très, très importante à contrôler. Au niveau du produit en tant que tel, je l'ai mentionné, le Prosaro est constitué de 3 ingrédients actifs, le prothioconazole, tébuconazole et le fluopyram. La dose d'application, on parle de 303 ml à l'acre, donc une cruche va nous permettre de traiter 20 acres. Et donc, une boîte, de ce fait, on parle de 40 acres par boîte de produit. C'est un produit qui est sous forme, c'est un fongicide qui est sous forme de concentré en suspension. Et mention très, très importante, le Prosaropro requiert l'utilisation d'un surfactant non ionique lors de l'application. Quelques petites informations, quelques données. Vous voyez ici sur le diapo, en fait, au niveau de l'ergot, ce qu'on constate dans le diagramme ici, c'est tout simplement que le nombre de sclérotes causées par l'ergot est significativement beaucoup plus bas lorsqu'on a utilisé le Prosaropro par rapport à un témoin qui est non traité. Donc, vraiment, c'est une particularité. C'est d'ailleurs le premier fongicide homologué pour le contrôle de l'ergot au Canada. Quelques petites illustrations ici. Vous voyez, lors de certains essais qu'on a fait en 2019, le nombre de sclérotes qu'on pouvait retrouver dans des échantillons. Au niveau du stade d'application, important de savoir qu'on va recommander l'application du Prosaropro quand 75 des épillets de la tige principale vont être sortis et qu'on aura 50 des épillets qui sont en fleurs. Donc, c'est bien important. On veut protéger les fleurs, justement, pour particulièrement un bon contrôle de la fusariose en fin de saison. Au niveau de la performance maintenant, ce que vous voyez ici, naturellement, on a comparé le Prosaropro à différents produits de la compétition sur le marché. Et ce qui est important de voir ici, vous voyez les rendements en blé suite à l'application de fongicides, Prosaro ou produits compétiteurs par rapport à un témoin qui est non traité. Essentiellement, vous pouvez constater comme moi qu'on a obtenu vraiment de grandes différences de rendement, donc un très grand avantage de rendement lorsqu'on utilisait un fongicide.
Une particularité, cependant, je l'ai mentionné, le Prozaro Pro ou le grain récolté qui a été traité avec le Prozaro Pro avait une teneur en humidité supérieure à certains produits de la compétition. Donc, c'est un grand avantage pour le producteur pour lequel on n'aura pas un délai de récolte qui va être occasionné par un grain qui va être trop humide en fin de saison. Donc, vraiment un grand avantage de ce côté-là. Au niveau, naturellement, des toxines, ce que l'on veut en contrôlant la fusariose, c'est d'éviter l'apparition ou d'avoir des toxines. Bien, ce que vous voyez là, ici, c'est tout simplement les quantités de toxines en ppm lorsqu'on a fait un traitement de Prozaro Pro par rapport à des zones qui ont été non traitées. Donc, on a constaté vraiment une diminution significative, naturellement, de la production de toxines. Je vous ai mentionné tantôt que le Prozaro Pro, une de ses particularités, si vous êtes dans des situations de très forte pression de maladie, c'est, je dirais, le produit tout indiqué pour le contrôle des maladies à ce moment-là. Vous voyez ici, par rapport à des zones qui ont été non traitées, on a les deux produits, Prozaro extérieur que vous connaissez et le Prozaro Pro. Donc, vous voyez que dans les deux situations, on a au-delà du 400 kg/hectare de rendement, ce qui est très significatif, mais que vraiment, dans des situations de forte infestation, le Prozaro Pro va nous donner un petit gain à ce niveau-là, un avantage. Je vais vous présenter ici les résultats d'essais qui ont été faits ici au Québec pas plus tard que cette année, en fait l'année passée, pardon, en 2021. Et très, très sommairement, je vous mentionne ici que on avait 4 essais, en fait, de fait à grande échelle dans le sud du Québec. Vous voyez certaines photos. Malgré le fait que la saison était quand même très sèche de façon générale, dans plusieurs de ces essais-là, bien, on a vu quand même des signes de maladie, des signes de fusariose. Ce que vous voyez à l'écran ici en plein centre, ce sont des bandes qui ont été traitées avec le Prozaro Pro. Et à la droite, vous voyez, par imagerie satellitaire, là, générée avec une plateforme qui s'appelle Climate Field View, bien, vous voyez que les zones qui sont en vert, en fait, sont les zones où on peut évaluer une meilleure santé de plant pour le blé qui a été traité avec le Prozaro Pro. Et ce sont des effets, en fait, qu'on a vus à l'intérieur de tous les essais qu'on a faits. Et je le rappelle ici aussi, bien important, on n'a pas vu d'effet de délai de maturité, donc un grain plus humide en fin de saison, par le traitement fait au Prozaro Pro. On a vu des effets très, très visuels. Vous voyez ici la différence en plein champ entre des zones non traitées, traité avec le Prozaro Pro et traité avec des produits de la compétition. Donc, pendant toute la saison, on a eu l'occasion de voir très visuellement des différences là, entre les différents traitements qu'on a fait au champ. C'est probablement assez petit à l'écran, mais vous avez ici un résumé sous forme de tableau des 4 essais, en fait, qui ont été faits dans le sud du Québec. Essentiellement, ce qui est important de constater, c'est qu'on a obtenu, dans le cadre de ces 4 essais-là, l'un était dans le blé d'hiver, le blé d'automne, et les 3 autres dans le blé de printemps. Dans les 4 essais, on a obtenu un gain substantiel de rendement qui variait là, de 200 kg/hectare ou à peu près à au-delà du 700 kg/hectare. Donc, vraiment un avantage très, très significatif en termes de rendement. Et je le rappelle, dans une année où quand même la pression de maladie était quand même assez limitée, une année où on a, disons, vu des conditions plutôt de sécheresse plus qu'autre chose. Donc, les avantages du produit, je les résume ici. D'abord, c'est un fongicide qui peut être naturellement pulvérisé dans le blé, dans l'orge, dans l'avoine, dans le triticale. On a obtenu naturellement des avantages significatifs en termes de rendement, un bon contrôle des maladies. Donc, on parle d'une protection exceptionnelle, particulièrement contre la fusariose de l'épi et des valeurs de DON qui étaient significativement beaucoup plus basses. C'est le premier fongicide foliaire qui est homologué au Canada contre l'ergot, pour le contrôle de l'ergot. Très bonne maladie, des principales maladies foliaires aussi. On pense à la septoriose, les rouilles particulièrement, qu'on peut voir certaines années. Et de là, la raison de tout ça, c'est que dans ce nouveau fongicide-là, on a 3 ingrédients actifs qui travaillent en complémentarité les uns avec les autres. Et ça permet justement d'avoir un bon contrôle de maladie et de ça aussi une meilleure santé de plant, une plante qui tolère plus facilement les stress. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, nous allons continuer avec Jérôme Belzile, qui est représentant des ventes en développement des marchés à une de nos fermes de recherche à Coteau-du-Lac. Vous présentez le fongicide Delaro Complete. Donc, c'est à toi, Jérôme. Merci beaucoup, Gabrielle. Alors, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vous présente le fongicide Delaro Complete. C'est un fongicide qui est relativement nouveau. En fait, on l'a lancé l'été passé.
mais les quantités disponibles étaient plutôt limitées. Alors, mais pour le moment, là, c'est quelque chose qui va être notre fer de lance là, au niveau des fongicides dans le soya et le maïs. Concrètement, c'est pas compliqué. Le Delaro Complete, c'est un fongicide qui reprend les bases du Stratego Pro, auquel on a ajouté le fluopyram. J'élaborerai pas plus longuement de ce côté-là sur le fluopyram. Stéphane a déjà fait un bon travail afin de décrire les bénéfices de cette molécule-là. Alors, les maladies maîtrisées, on parle dans le soya, entre autres là, au niveau de la suppression, rouille, cercosporiose, taches brunes, brûlure phomopsienne. Également au niveau de répression, moisissure blanche, évidemment, avec la sclérotignose et la pourriture charbonneuse. Pour ce qui est du maïs, maintenant, on va être en mesure d'avoir un niveau de suppression pour certaines rouilles, la cabaciellose, l'helminthosporiose, ainsi que la tache grise de la feuille. Et pour ce qui est de la répression, on parle de tache goudronneuse. C'est peut-être une maladie que vous n'avez pas entendu parler jusqu'à maintenant, cette dernière, la tache goudronneuse. Mais c'est une maladie qui a fait son apparition assez récemment dans le Corn Belt américain. Et puis, même l'année passée, là, dans le sud-ouest ontarien, cette maladie-là a fait des dommages. C'est une maladie qui peut être assez impressionnante. Je ne passerai pas là, trop de temps à décrire la maladie, mais si je vous invite fortement là, à aller voir un petit peu qu'est-ce que cette maladie peut représenter, soit en tapant tache goudronneuse ou tar spot dans Google. Maintenant, les meilleurs moments ou les meilleures périodes d'application. Alors, si on vise vraiment les maladies foliaires, évidemment, surtout au Québec, là, les maladies foliaires vont apparaître la plupart du temps tardivement. Alors, c'est sûr qu'on peut commencer à arroser à partir de ces feuilles, mais pour nous, pour nos conditions, souvent, ça va être vraiment là, à l'apparition des croix ou légèrement avant la sortie de celle-ci. Puis dans le cas où on veut contrôler, entre autres, là, les niveaux de désoxynivalénol dans notre récolte, alors contrôler la fusariose de l'épi qui est causée par Gibberella, bien, on suggère en fait là, d'utiliser une demi-dose de Proline, alors que ce soit là, avec le Stratego Pro, qui en passant va toujours être disponible. Alors quelqu'un qui cible les maladies foliaires et veut réduire là, les vomitoxines, Stratego Pro à 572 ml à l'hectare plus 210 ml à l'hectare de Proline va faire l'affaire. Puis dans le cas où on vise là, vraiment la tache goudronneuse et on veut quand même avoir un certain niveau de protection au niveau du DON, le Delaro va faire l'affaire avec la demi-dose de Proline. Dans le soya, bien évidemment, pour nous, ici, on parle surtout de moisissure blanche. Alors, ça va de R1 à R3, R1 étant le début floraison. Mais en général, on conseille d'y aller un petit peu plus tard que le début floraison. On veut avoir un petit peu plus de fleurs pour protéger celle-ci. Alors, souvent, on va parler de R1.5. Si on se rend jusqu'à R2, il n'y a pas vraiment de problème. Puis le fait d'aller à ce moment-là, ça nous donne également la possibilité de retourner 2 semaines après et de demeurer encore là, dans la fenêtre optimale là, de protection contre la moisissure blanche. Pour ceux qui, eux, c'est le phomopsis qui est un petit peu plus leur problème. Évidemment, on recommande l'application plus aux alentours de R3 un petit peu plus tard. Maintenant, je vais vous présenter certains résultats concernant Delaro Complete. Ces essais, pour la plupart, viennent de l'Est du Canada, entre autres. Beaucoup des sites sont situés au Québec également, là. Alors, si je commence en regardant le tableau qui est à votre droite,
ce sont des résultats qui s'échelonnent sur 3 années, de 2019 à 2021. Et puis, vous voyez là, la barre verte, la colonne verte, là, c'est le Delaro Complete avec une augmentation de rendement de 370 kg à l'hectare par rapport aux témoins non traités. Alors, les tableaux ici, c'est vraiment l'augmentation de rendement par rapport aux témoins non traités. La plupart du temps, bon, vous le voyez, là, on a une augmentation de rendement suite à l'utilisation de fongicides, mais c'est vraiment le Delaro là, qui se démarque par rapport, entre autres, au Stratego Pro ou différents compétiteurs. À gauche maintenant, c'est seulement 2021. On a voulu également là, présenter comment Delaro Complete se comparait avec le Veltima. Alors, et l'année passée, bien, en fait, en 2021, le Delaro Complete a eu vraiment des bons résultats. Là. Il ressortait du lot par rapport à la compétition. Un petit graphique de piano. Alors ça, c'est vraiment pour démontrer les gains par rapport au Delaro Complete avec la demi-dose de Proline. Alors, encore une fois, c'est comparé aux témoins non traités. 40 comparaisons dans les 2 dernières années. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que dans 77,5 % des cas, les comparaisons se retrouvaient du côté positif. Alors, on voyait un gain de rendement à utiliser le Delaro Complete et le Proline. Et lorsqu'on regarde du côté économique, alors on regarde... Ça donnait environ 70 % du temps où on se retrouvait avec de l'argent dans nos poches là, suite à l'application de ce mélange-là. Maintenant, un petit graphique un petit peu spécial. Je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. Alors, en bas, vous avez le niveau de vomitoxine qu'on retrouvait dans nos échantillons de grains. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est vraiment 13 sites où on avait la présence de Fusariose de l'épi et qu'on retrouvait dans le grain du DON avec des niveaux entre 0,5 et 10 parties par million. Alors, on avait des sites avec quand même un certain niveau d'infestation. Et ce que vous voyez ici aussi, bon, la colonne des Y, c'est le rendement. Alors, on peut voir que dans les 6 cas où on a des fongicides, on observait une augmentation de rendement. Là, si on fait la moyenne, on voit que ça donne aux alentours de 500 kg à l'hectare de plus. Mais même si on observe une augmentation de rendement, ça ne veut pas dire que notre niveau de DON dans nos échantillons diminuait nécessairement. Fait que vous voyez que même si on retrouve une augmentation de rendement, par exemple, pour le Miravis Neo, bien, on se retrouvait quand même avec des échantillons fortement contaminés. Lorsqu'on regarde le Stratego Pro plus le Proline, c'est en fait l'endroit où on veut se retrouver. Fait qu'en haut à gauche de notre tableau, c'est l'endroit là, idéal avec une augmentation de rendement et une diminution de vomitoxine. Le Proline par lui-même aussi, là, on le sait, là, c'est vraiment un produit qui est spécifique à cette maladie-là. Alors, le Proline demeure toujours aussi là, une bonne option de ce côté-là. Je vous ai parlé un petit peu de la tache goudronneuse puis de ses effets dévastateurs lorsque cette maladie-là frappe. Même type de graphique, finalement. Ces essais-là, par exemple, viennent d'académiques en Ontario. Alors, Albert Tenuta et David Hooker, qui ont des essais là, dans le sud-ouest ontarien où, justement, je vous expliquais que cette maladie-là frappait de façon assez sérieuse. Alors, encore une fois, vous voyez le témoin non traité. Et puis, plus on a des points hauts sur le tableau, plus on note une augmentation de rendement. Et plus on est vers la gauche, bien, plus on note une diminution de la sévérité de la maladie au niveau du feuillage. Alors, évidemment, encore une fois, on va être en haut à gauche du tableau. Fait que ce qu'on voit, c'est que oui, bon, il y a certains fongicides qui vont réussir à diminuer la sévérité de la maladie, mais sans nécessairement protéger le rendement. Fait qu'on a un petit groupe là, qui est assez reconnaissable au milieu du tableau.
Certains fongicides vont permettre de diminuer aussi un petit peu la sévérité, mais l'augmentation de rendement ne sera pas aussi marquée que, par exemple, dans ce cas-ci, le Delaro Complete, qui est vraiment là, le produit là, le mieux adapté là, contre cette maladie-là. Du côté du soya, des petites comparaisons aussi avec nos compétiteurs. Fait que vous voyez ici là, 4 sites sur lesquels on avait une pression élevée de moisissure blanche. Alors, le Delaro Complete amenait une augmentation de rendement de 652 kg à l'hectare par rapport à notre témoin non traité et se comparait avantageusement également là, aux autres produits de la compétition. Mais même si on n'a pas tant de maladies du côté de la moisissure blanche, les fongicides en général peuvent amener là, une augmentation de rendement. Et entre autres, le Delaro Complete également menait la charge de ce côté-là là, avec 168 kg à l'hectare. Alors, en conclusion, un petit résumé du produit. Fait que, comme on a parlé au début de la présentation, 3 groupes, 3 modes d'action finalement pour protéger notre culture. Alors, groupe 3, groupe 11, groupe 7. 3 groupes qui nous permettent aussi de gérer la résistance. Chose que je n'ai pas dite, sur l'étiquette, on a le maïs et le soya principalement, mais les céréales, le blé peut être aussi arrosé avec ce produit-là. Des cruches, des bidons de 7,11 litres avec une dose d'application à 586 ml à l'hectare. On est capable de traiter 30 hectares. Volume d'eau, 100 litres à l'hectare lorsque c'est application terrestre. Nous, la plupart du temps, c'est sûr, on recommande des volumes d'eau un petit peu plus élevés que ceux-ci. Puis pour application aérienne, 50 litres à l'hectare. Également, on recommande toujours l'utilisation des buses spécifiques là, à l'application de fongicides. Délai avant la pluie, 1 heure. Évidemment, il faut éviter aussi d'appliquer le produit lorsque de fortes pluies sont prévues. Indice pré-récolte, c'est 14 jours dans le maïs, 21 jours dans le soya. Et IRS, IRE, provenant de Sage Pesticides, sont respectivement de 281 et de 102. Alors, ça fait le tour un peu là, de ce produit qu'on a lancé là, tout récemment. Selon moi, en tout cas, avec mon expérience au champ, au travers de nos nombreuses recherches, c'est vraiment un produit qui se démarque, qui nous permet vraiment de bien contrôler les maladies, va améliorer la santé des plantes, puis évidemment, on l'a vu aussi là, dans nos données, le rendement, l'augmentation de rendement était quand même appréciable. Alors, merci beaucoup et je repasse la parole à Gabrielle. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation. Notre prochain présentateur va être Brian Bryson, représentant en développement des marchés à notre autre ferme de recherche, donc à Saint-Hugues. Donc, c'est à toi, Brian. Merci, Gabrielle. Alors, je vais vous présenter le soya, les systèmes de production soya Extend. Alors, le Roundup Ready 2 Extend, le soya Extend Flex et tous les produits qui sont connexes à ce système. Alors, le système de production Roundup Ready Extend prend de l'expansion. Depuis quelques années, vous voyez maintenant, vous avez peut-être utilisé chez vous du soya Roundup Ready 2 Extend. Et puis maintenant, de plus en plus sur le marché, on va pouvoir voir du soya Extend Flex. Alors, si vous regardez le graphique, à gauche de votre écran, le Roundup Ready 2 Extend, on peut penser au Roundup Extend ou ici mentionner le Roundup Extend 2, Extend Max et Roundup Weather Max. Le Roundup Extend 2, le logo en bas à gauche, c'est une nouvelle formulation de Roundup Extend qui, la partie composante là, dit qu'en bas, est plus concentrée. Alors, pour 2022, le Roundup Extend 2 va être disponible seulement en contenant de 450 litres, mais pour les années à venir, il va venir remplacer le Roundup Extend. À droite de votre écran, vous voyez le soya Extend Flex. C'est quoi le soya Extend Flex? Bien, c'est un soya sur lequel on va pouvoir appliquer le Roundup
la famille Extendimax, Roundup Extend 2, et au besoin, le glufosinate. Dans le cas de nos tests, on a utilisé l'herbicide Liberty 200 SN. Vous pouvez aussi voir là, dans ce graphique-là les IRS, IRE pour les différents produits là, qui sont associés à ces systèmes-là. Le Soya XtendFlex, comme je le mentionnais, triple tolérance aux herbicides en post-levé, post-levé et prélevé dans certaines situations. Fait qu'on parle de glyphosate, dicamba et glufosinate. Flexibilité et sécurité pour la culture, c'est des tolérances qui viennent avec la semence, alors on peut appliquer les produits sans crainte de dommages. Le Soya XtendFlex va amener un outil additionnel qui est celui du glufosinate. Fait qu'on peut faire une application en post-levé pour venir faire le ménage au niveau d'échappées éventuelles qu'il pourrait avoir dans notre champ de soya, ou dans un cas où est-ce qu'on veut utiliser un soya XtendFlex, mais que l'utilisation du dicamba n'est pas possible parce que, à cause des cultures envoisinantes, bien, ça donne un autre outil au niveau du système de désherbage pour ces champs-là. Si on parle de mauvaises herbes spécifiques, on peut parler de l'amarante tuberculée. Le Soya XtendFlex va venir être un outil quand même très intéressant pour des cas où est-ce qu'on aurait de l'amarante tuberculée. On voit à gauche le témoin non traité, fait qu'on a une population qui est quand même impressionnante. Au milieu, la photo du milieu, c'est ce que le Roundup Extend, fait que la composante dicamba, peut venir peut apporter au niveau du contrôle de l'amarante tuberculée. C'est un contrôle qui est quand même très intéressant, mais ce n'est pas dans le cas où est-ce qu'on aurait une amarante tuberculée résistante au groupe 9, donc au glyphosate, ce ne serait pas un traitement qu'on pourrait préconiser parce qu'il y a juste un mode actif efficace. Fait que le traitement à droite de votre écran, où est-ce qu'on incorpore plusieurs modes d'action efficaces dès le début de l'année. Ici, on parle là, de Roundup Extend, donc dicamba, plus le Fierce. Et puis, potentiellement, au besoin, dépendamment de ce qui va sortir ou ne pas sortir, on peut venir en post-levé tardif avec une application de glufosinate, faire le ménage pour garder le champ le plus propre possible au niveau de l'amarante tuberculée. Quelques chiffres au niveau du contrôle. Ce qu'on voit là, dans ces 5 traitements-là, c'est plus qu'on s'en va de gauche à droite, plus qu'on a de mode d'action efficaces. Différents traitements, différentes stratégies, soit des mélanges en réservoir, parce que tout est dans le mélange, ou des modes d'action qui se chevauchent. On peut penser là, une course à relais. Alors, complètement à droite de votre écran, il y a 4 modes actifs efficaces, puis ça se chevauche. Dans le cas de l'amarante tuberculée, une plante qui va sortir aussitôt qu'il y a un petit peu de soleil, et puis il va pouvoir sortir toute l'année, un petit peu de lumière. Fait qu'on va vouloir peut-être préconiser un traitement qui est un peu plus comme une stratégie de traitement qui est plus comme une course à relais versus tout mettre au début et puis espérer que ça tient pour toute la saison. Quelques mots au niveau de la tolérance au glufosinate dans le Soya XtendFlex. On peut appliquer aussitôt émerger jusqu'au début floraison, avec la stade R1. Délai d'attente avant la récolte, 70 jours. Ça fait partie de l'étiquette du Liberty. Dans nos essais, ce qu'on a utilisé, c'est la dose de 1 litre à l'acre. La dose minimum par application, c'est 0,6 litres à l'acre. Et puis, on pourrait appliquer dans un scénario où est-ce qu'on veut faire 2 applications de Liberty ou de glufosinate, c'est 2 litres à l'acre en post-levé dans le Soya XtendFlex maximum. Autre considération, des gouttelettes moyennes à grossières. C'est un produit de contact, fait qu'on veut avoir une bonne couverture, puis un volume d'eau plus élevé. Fait qu'on parle là 150 à ici 200 litres à l'hectare. Ne pas mélanger avec les produits de glufosinate, avec le Liberty, ne pas mélanger les produits, tout ce qui est Roundup. Roundup Transorb HC, Roundup WeatherMax, le Roundup Extend,
le contrôle va être réduit. Si on parle là, des produits de glyphosate, Roundup, le glufosinate travaille tellement rapidement que ça va réduire le contrôle au niveau du glyphosate. Et puis, dans le cas des produits qui contiennent du dicamba, il va avoir un effet entre les deux produits, le glufosinate et les produits là, de dicamba, qui va en fait augmenter le potentiel de volatilisation. Alors, il faut faire attention de ne pas mélanger tous ces produits-là ensemble. Une autre petite note au niveau du Soya XtendFlex, lorsqu'on l'arrose au glufosinate, ce qu'on a vu dans nos essais, c'est un léger bronzage, si on veut, là, du feuillage. Et puis, c'est un effet visuel, c'est esthétique, mais on tient à vous le mentionner pour que personne fasse le saut dans le champ une fois rendu dans le champ après l'application. Pour revenir au Soya Roundup Ready Extend, parler vraiment juste du système Extend. Le dicamba peu volatile, on parle là, du XtendiMax ou du Roundup Extend ou du Roundup Extend 2 avec la technologie Vapor Grip. C'est la Vapor Grip qui permet de réduire la volatilité. Prioriser le premier traitement. Profiter pleinement de l'effet résiduel du produit. Fait qu'on l'applique tôt. Au niveau de l'étiquette, dans le XtendiMax ou le Roundup Extend, on parle de 14 jours de résidualité, mais on va vous montrer un diapo ou deux qui laisserait croire que c'est un petit peu plus que 14 jours. Au niveau de gestion de résistance, l'amarante tuberculée, Vergerette du Canada, grande herbe à poux, petite herbe à poux, le dicamba, c'est un produit qui est très fort au niveau de ces mauvaises herbes-là. Fait que, au niveau du Roundup Extend, on peut voir là, dans ces deux photos-là, le Roundup Extend à gauche, on voit vraiment la puissance du résidualité. Là, on est 25 jours après application. C'est sécurité pour la culture et l'effet résiduel qui sont les deux grands points qui donnent souvent un avantage là, au système Extend, au Roundup Extend, en fait, de contrôle de mauvaises herbes, si on parle d'un système de production de soya. Si on regarde plusieurs traitements, je ne passerai pas à travers tous les traitements, mais ce qu'on voit ici, la différence entre les traitements, souvent, c'est l'apport de l'effet résiduel. Si on regarde complètement à droite, un Roundup Extend, 5 litres hectare, ça va nous amener quand même une dose intéressante de Roundup, de glyphosate et notre 600 grammes d'ingrédients actifs de XtendiMax, de dicamba. 28 jours après traitement, on parle encore de 93 % de contrôle. Là. Fait que c'est l'effet du résiduel qui est important, une considération importante lorsqu'on parle de différents systèmes de production. Dans ce cas-ci, on parle là, du Roundup Ready Extend. Vergerette du Canada, on voit encore une fois l'effet du résidualité, le XtendiMax. Ça, ces essais-là, c'est vraiment un test pour les différents herbicides parce qu'il n'y a pas l'effet de la culture pour donner de l'ombrage, pour empêcher la germination. Fait que 56 jours après l'application, je vous mentionnais que au niveau de l'étiquette du XtendiMax, on parle de 14, mais ici, on voit la photo 56 jours après l'application et à droite, le XtendiMax fait encore son travail au niveau de la vergerette. Puis c'est un site aussi, si je ne me trompe pas, qui a une forte infestation d'amarante à racines rouges. On vous parle des produits, on vous parle des systèmes, mais gestion de résistance, s'assurer qu'on a multiples modes d'action efficaces. C'est quoi ça? Bien, si on a un champ avec de l'amarante tuberculée qui est résistante au glyphosate, bien, mettre un Roundup Extend, ce n'est pas des multiples modes d'action efficaces. Alors, il va falloir penser à rajouter un ou deux autres modes d'action qui vont agir au niveau de l'amarante tuberculée. Important point. Traitement non sélectif en pré-semis, des modes d'action additionnels en poste levé, si possible. Et puis, il y a tout plein de ressources sur Internet, mixedup.ca,
Dépister les champs, bien important, avoir l'inventaire de ce qui est là, faire les tests au niveau de ce qui est résistant et à quoi. Et puis, d'autres méthodes culturales si possible. Culture de couverture, travail de sol. On parle de nos produits de phytoprotection, mais il y a d'autres mesures aussi qui peuvent être employées pour gérer les mauvaises herbes. Et puis, bien sûr, une rotation de cultures diversifiée. Plus qu'on a de cultures, plus qu'on a d'outils et plus qu'on a de chances de déjouer ces mauvaises herbes coriaces-là. Ça fait le tour pour ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Brian, pour cette présentation-là. Là, on va changer un petit peu de domaine. On va aller du côté horticole avec ma collègue Magali, qui est directrice de territoire pour la région de Québec et l'Est du Québec. Donc, elle va vous présenter le Vallego, un tout nouvel herbicide. Merci, Magali. Merci, Gabrielle. Merci. Donc, comme Gabrielle vous l'a dit, je vais vous présenter le Vallego. Le Vallego, en fait, c'est un produit qui peut être utilisé principalement dans les cultures horticoles, mais vous allez découvrir qu'il peut être utilisé dans d'autres cultures aussi au fil de ma présentation. Donc, peut-être que certains d'entre vous avaient déjà utilisé le Vallego. En fait, c'est un produit qui a été homologué en 2020. Donc, ça fait déjà une saison qui a pu être utilisé de cette façon-là. Donc, le Vallego, sa matière active, c'est le tétraniliprol. C'est un insecticide foliaire qui fait partie de la famille des diamides qu'on connaît, là, du groupe 28. Pour les cultures et les insectes visés, on va le voir un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, le Vallego, comme je viens de le dire, c'est un diamide, un puissant diamide du groupe 28, une deuxième génération de molécules pour la suppression résiduelle et prolongée à des doses qui sont minimales. Les insectes nuisibles ciblés cessent de s'alimenter immédiatement après l'application du produit. C'est un produit qui a peu de risques pour les insectes pollinisateurs et les autres insectes bénéfiques lorsque c'est utilisé conformément à l'étiquette. Donc, on dit du Vallego que c'est un produit qui est vaste. Pourquoi vaste? En fait, le Vallego peut être utilisé dans 11 catégories de groupes de cultures ou de sous-groupes, dont les noix. Peut être aussi utilisé dans le sous-groupe des légumes-feuilles, donc on pense aux laitues, aux roquettes, aux épinards. Aussi, on va du côté des légumes tubercules et des légumes cornes, c'est-à-dire on pense à la pomme de terre, la patate douce. Aujourd'hui, les exemples que je vais vous faire vont être par rapport à la pomme de terre. Le groupe de culture des légumes-fruits, donc on pense aux aubergines, poivrons, cerises de terre, piments, tomates, d'autres produits aussi. Groupe de culture aussi des fruits à noyaux, donc cerises, pêches, prunes. Les groupes des légumes-tiges, légumes fleurs du genre brassica, fait qu'on pense aux brocolis, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles. Ensuite, on s'en va du côté des petits fruits grimpants, donc on pense aux raisins. Pour les fruits à pépins, on pense aux pommes et aux poires. Il y a le soya aussi, dans lequel on peut utiliser le Vallego. Et finalement, le maïs, soit du maïs de grande culture, du maïs sucré, du maïs à éclater, du maïs de production de semences. Donc ici, ce que je vous présente, c'est un tableau, là, il n'est peut-être pas super gros, mais en fait, c'est un résumé des utilisations qui peuvent être faites dans les différents groupes de culture et aussi les différents insectes visés. Donc, on pense principalement là, à la doryphore de la pomme de terre, la pyrale du maïs, l'altise, le puceron. Il y a la carpocasse de la pomme aussi. Donc, je vous invite à consulter le tableau ou soit l'étiquette là, pour avoir la liste complète, ainsi que les doses là, pour chacune des utilisations. On pense à Vallego, c'est un produit qui est puissant. Donc, comme je vous l'ai dit, les prochaines diapositives, en fait, vont vous présenter l'utilisation du Vallego dans la pomme de terre, parce qu'il fallait choisir une culture. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est un tableau avec différents produits qui peuvent être utilisés dans la pomme de terre pour traiter la doryphore de la pomme de terre. Donc, ce qu'on voit principalement, c'est que le Vallego est quand même une rapidité d'action, mais son efficacité est plus long terme. Donc, il va avoir une efficacité qui va aller au moins jusqu'à 14 jours. Puis, on voit qu'il y a quand même une résidualité qui continue
jusqu'à 21 jours dans certains cas. C'est la force du Vallejo qui a une belle grande résidualité de ce côté-là. Ici, on voit que c'est aussi un anti-appétant haute vitesse. Donc, la Doryphore, là, on voit qu'avec le Vallejo, à partir du moment de l'application, cesse de s'alimenter. Puis on voit que même après 3, 6 ou 9 heures, il y a peu de dommages là, qui est fait sur le feuillage. Comparativement à un non traité, qu'on voit là, de 0 à 9 heures, on voit que les dommages peuvent être assez rapidement faits là, s'il n'y a aucune application qui est faite de ce côté-là. Donc, du côté agronomie, le Vallejo, en fait, est offert en bidon de 3 litres. Pour supprimer le Doryphore de la pomme de terre, un bidon de 3 litres traite 50 acres. Par exemple, aussi, là, dans un verger, ça traite de 25 à 33 acres là, selon le ravageur qu'on veut traiter. Donc, se fier vraiment de se référer à l'étiquette pour avoir l'utilisation complète. Le Vallejo, c'est une formulation en suspension concentrée aqueuse. Et on a noté qu'il n'y avait aucun problème de mélange lors de la préparation. Du côté de la préparation du mélange, je viens de vous dire que c'est sans problème, donc c'est compatible avec de l'eau douce et de l'eau dure. Comme je l'ai dit, c'est un produit en suspension concentrée aqueuse, donc non à base d'huile. Donc, ça facilite le mélange là, avec divers produits. Donc, c'est vraiment un produit qui est facile à utiliser puis intéressant à utiliser. Donc, se mélange bien aussi avec l'eau froide, autour de 5 degrés. Il n'y a pas de problème avec les plages de pH normal. Et si le pH est élevé, on recommande d'utiliser là, une solution tampon pour ajuster le pH. Il y a différents mélanges en réservoir aussi qui sont homologués, que ce soit avec des produits là, de Bayer ou d'autres produits de la concurrence. Donc, qu'est-ce que c'est Vallejo sur le terrain? Le délai avant la pluie est d'1 heure, efficace à diverses températures, offre une efficacité durable, comme on a vu, là, un bon résiduel. L'application aérienne sur les pommes de terre est aussi homologuée. Les conseils d'utilisation pour le Vallejo dans la pomme de terre, vraiment ici, c'est spécifique à la pomme de terre, donc je vous dirais de vous référer à l'étiquette pour les autres cultures, parce que dans la pomme de terre, le délai avant récolte est de 14 jours, mais selon la culture, ça peut varier de 1 jour et plus. Donc, c'est vraiment important de consulter l'étiquette de ce côté-là. Donc, pomme de terre, délai de récolte 14 jours. Retour au champ 12 heures là, après une application. Un nombre maximum d'applications par saison qui est homologué. Ce qu'on recommande, là, comme mon collègue Brian vient de le dire, la rotation des insecticides est aussi importante pour la gestion de la résistance de ce côté-là. On a entendu parler de différents produits insecticides qui ont montré une résistance dans les derniers mois, dans la dernière année. Donc, c'est vraiment important, là, si on ne veut pas que le Vallejo devienne résistant lui aussi, de s'assurer d'avoir une bonne rotation de ce côté-là. Son indice de risque pour l'environnement est de 170, encore une fois dans la pomme de terre, et son IRS de 111. Volume d'application minimaux recommandés, donc un 10 gallons à l'acre, soit un 100 litres à l'hectare. Donc ici, ce qu'on voit, c'est d'autres produits de la famille des diamines. Donc ce qu'on peut constater avec ce tableau-là, c'est que le Vallejo, avec son tétraniliprol, c'est une matière qui est très concentrée dans son gallon. Donc une dose de 60 ml à l'acre, en fait, ça représente 12 grammes de matière active. Ce 12 grammes-là, en fait, là, on le voit que la quantité est vraiment plus petite par rapport aux autres produits. Donc, vraiment un produit très concentré. En résumé, qu'est-ce que c'est le Vallejo? Comme on l'a dit, un puissant diamine du groupe 28 qui offre une suppression résiduelle prolongée avec des doses minimales. Les insectes nuisibles cessent de s'alimenter immédiatement, donc pour un contrôle assez rapide. Par la suite aussi, il peut être utilisé là, dans les fruits pommés, dans les autres fruits, les autres cultures, comme on a vu. La même chose, là, donc
les insectes nuisibles, ça va diminuer leur impact économique là, aussi sur les différentes cultures. Et aussi, comme on l'a dit, c'est un produit avec peu de risques pour les insectes pollinisateurs et autres insectes bénéfiques lorsque c'est utilisé dans les bonnes conditions. Donc, c'est ce qui concluait ma présentation. Par contre, ce que je voulais vous montrer avant de terminer, si vous allez sur le site de Bayer Crop Science, vous allez dans l'onglet « Outils et ressources », vous allez dans le sous-onglet « Ressources et guides », vous allez trouver le guide de la pomme de terre. Donc, c'est un petit guide qui tient assez petit, donc qui est très intéressant, là, qui fait un résumé de tous les produits qui peuvent être utilisés dans la pomme de terre. Si vous êtes intéressé, vos directeurs de compte en ont en leur possession. Sinon, vous avez la possibilité d'avoir celui qui est en PDF sur le site. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Magali. Éric Bertrand, à nouveau sur scène pour nous présenter là, les différentes mises à jour d'étiquettes au niveau plus horticole. Donc, on va continuer dans la même lignée là, que Magali. Merci beaucoup, Éric. Merci, Gabriel. Très bon travail. Alors, rebonjour. Oui, je vais faire la révision de certaines étiquettes. Il y a eu des changements au niveau de certains produits, dont le Vallejo, l'Admire, le Sivento Prime, l'Étrel et l'Alion. Magali vient tout juste de vous parler du Vallejo. Anciennement, sur l'étiquette du Vallejo, il y avait le traitement dans le sillon qui a été retiré. Donc, l'application dans les pommes de terre dans le sillon, ça a été retiré. Toute la nouvelle production de Vallejo aura la nouvelle étiquette mise à jour. Il y a eu aussi la décision de réévaluation de l'imidaclopride par l'ARLA, qui est terminée. Les usages actuels pour 2022 sont en place. Les clients qui ont un produit avec l'ancienne étiquette peuvent continuer à la suivre jusqu'au 19 mai 2023. Tous les nouveaux produits Admire auront la nouvelle étiquette mise à jour. OK. Dans les cultures dont l'application au sol a été retirée de l'étiquette Admire, on a les pommes de terre. On peut toujours l'utiliser sur le traitement de planton, mais pas dans le sillon. Les autres cultures, on a les légumes feuilles, c'est-à-dire la roquette, la laitue, les épinards. On a également les brassicas de type brocoli, chou, bok choy, chou kale et les légumineuses de type haricots secs et pois. Donc, l'application au sol a été retirée pour ces cultures-là. Il y a une étiquette supplémentaire pour certains groupes de cultures qui expire le 11 avril 2022. Les utilisations qui ne sont plus autorisées, on a la chrysomèle du cocombe dans les cucurbitacées. On a, au niveau de la framboise, les petits fruits, la framboise, on a le hanneton et le scarabée japonais, qui est retiré de l'étiquette également. Les petits fruits de plantes naines, là, de style myrtille, pour le hanneton et le scarabée japonais, et pour les bébasses de type fraise, là, pour le hanneton. Admire est toujours homologué comme pulvérisation foliaire sur les groupes de cultures suivantes. Dans la pomme de terre, on peut appliquer foliaire le produit Admire, mais pas pendant la floraison. Et c'est seulement un maximum de 1 application foliaire par saison. Également, au niveau des légumes feuilles, brassicas, légumineuses, légumes fruits, mais seulement après la floraison. Les fraisiers, c'est post-floraison également. Les raisins, c'est une nouvelle utilisation sur l'étiquette pour lutter contre le scarabée japonais. Et le délai avant la récolte, c'est 0 jours. Fait qu'on peut appliquer et récolter. L'Admire, qui est un groupe 4A, qui fait partie des néonicotinoïdes, on a un autre produit dans la gamme
Bayer, qui est un groupe 4D, OK? C'est le Siventoprime. Lui, il fait partie des buténolides. C'est pas traité de la même façon qu'un groupe 4A. Fait que s'il y a des insectes sur lesquels on ne peut plus utiliser Admir, on peut utiliser le Sivento comme option. C'est un produit qui offre un excellent effet choc, comme je pourrais dire, mais qui est très sécuritaire pour les abeilles. Il offre un excellent contrôle de la mouche du bleuet. Le produit est homologué sur les légumes racines, les légumes de type tubercule, légumes feuilles, les légumes fruits, les petits fruits à pépins, les fruits à noyaux, les canneberges, les baies, les petits fruits, les raisins et le houblon. Plusieurs cultures sur lesquelles on peut utiliser le Siventoprime. Toujours lire l'étiquette avant l'utilisation, bien sûr. Il y a eu une mise à jour également sur les limites maximum de résidus là, pour le Siventoprime au niveau européen et canadien, qui ont récemment été harmonisés pour des cultures comme le bleu nain, les raisins et les pommes de terre. Un autre produit de la gamme Bayer pour lesquels il y a eu des changements sur l'étiquette, OK? La modification de l'étiquette qui prend effet le 24 septembre 2022, OK? Les utilisations qui ont été annulées, OK? Il y a l'application sur les pommiers en présence de fruits. Ça peut toujours être utilisé sur les arbres qui sont non productifs. On peut utiliser étrel. Les profils d'utilisation pour les tomates, le tabac, les cerises acides et les bleuets et également le blé vont demeurer comme avant. Il y a eu des changements également au niveau dans la section là, pour les équipements de protection supplémentaires requis pendant diverses applications. Là. Fait que ça, cette section-là a été modifiée également. Les délais de sécurité plus longs pour certaines applications en poste. Les taux et les ondes tampons, eux autres, vont rester inchangés sur l'étiquette. Tous les produits portant l'ancienne étiquette peuvent continuer à être vendus jusqu'au 24 septembre 2022. Un autre produit pour lequel il y a eu des changements, c'est le produit Allion, qui est un désherbant très, très efficace, surtout quand on a des mauvaises herbes qui sont résistantes au glyphosate, au triazine ou aux inhibiteurs de l'ALS. OK? Les nouvelles limites de maximum de résidus permettent une application par année pendant la dormance des bleuets nains, avant le gonflement et la croissance végétative. Allion, c'est un produit qui empêche la division cellulaire au bout des racines. Donc, pour qu'il se déplace dans la zone racinaire, c'est important qu'il y ait de l'eau. OK? Allion ne va pas contrôler les mauvaises herbes qui sont déjà émergées, mais sur l'étiquette, vous avez différents produits qui peuvent être appliqués avec Allion. Pour permettre une meilleure utilisation du produit dans la culture des bleuets nains, faire l'application, comme je disais, quand la culture est en dormance, ne pas appliquer le produit quand il y a du feuillage vert ou des fruits présents. C'est bien important. Le sol ne doit pas être gelé ou recouvert de neige. OK? Et les plantations doivent être établies depuis 1 an. Fait que ça, c'est très, très important. Quand on l'applique, ne pas venir perturber le sol par la suite. Fait que c'est bien, bien important. Et comme je disais, c'est une application maximum par année. Sur ce, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant local. Oui? Vas-y. Ah. Merci, Éric. Ça fait plaisir. Donc, pour la dernière petite segment là, de présentation, au début de la présentation, j'avais parlé d'un Facebook. Donc, vous avez l'adresse là, juste ici. C'est le nouveau Facebook là, francophone de Bayer Crop Science Canada. Donc, on vous invite là, à aller vous inscrire, là, en fait, aller vous abonner puis aller
aimer la page de Facebook. Il va y avoir différentes informations qui vont se trouver là, sur le site. Donc, on va continuer avec les différentes questions. Donc, au niveau des questions, je sais qu'on avait une question là, pour Jérôme dans le Delaro Complete là, qui demandait, on demandait le nombre d'arcs pour une cruche. Donc, si on faisait 30 arcs avec une cruche. Donc, je vais te laisser, Jérôme. On m'entend bien, oui. Super. Fait que oui, c'est 30 acres par bidon. Alors, c'est assez facile de faire les mathématiques avec ça. Donc, la seconde question s'adressait à Stéphane Mir dans le Prosaro Pro. On demandait si on pouvait mélanger AgSurf avec Prosaro Pro. Donc, Stéphane, je vais te laisser répondre. Oui, merci, Gabriel. Effectivement, on peut mélanger Agral, AgSurf sans aucun problème avec le Prosaro Pro. Je ne sais pas si on peut... Donc, c'était tout pour les questions. Je vais inviter ma collègue Julie Lacasse là, pour faire la conclusion. Donc, Julie... Donc, merci. Merci à tous. Merci d'avoir été là. On a eu vent qu'on a eu quelques petits problèmes de connexion. On s'en excuse. Je vous demanderais peut-être de passer le mot. Notre lancement virtuel a bien été enregistré. Donc, si vous voulez le revoir ou le partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On va vous envoyer le lien. Ça va nous faire plaisir de le distribuer. Donc, c'est ainsi que se termine le lancement Bayer virtuel 2022. En espérant que vous avez apprécié. Puis, en fait, nous sommes très, très heureux de tout notre portfolio Bayer et très emballés de travailler avec vous dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, sur ce, on vous souhaite une très belle saison 2022. Et en mon nom personnel et en celui de toute notre super équipe, on vous souhaite que du bonheur et en espérant se revoir bientôt en personne. Donc, merci à tous. Merci bien. Merci. Merci. Bonne saison.